Je me lance dans la présentation. Aujourd'hui, déroulement de la soirée, on a divisé l'hiver en 5 périodes qu'on veut regarder avec vous, principalement les 4 premières périodes là, qu'on va aller un peu plus en détail. Pour vous donner une ordre d'idée de comment ça va se passer, à chaque début de période, je vais faire un peu une mise en contexte de la situation dans le manteau neigeux. Au début de cette période-là, parler un peu des conditions de glisse, des cycles d'avalanche qu'il y a eu. Ensuite, Matt va nous faire une explication un peu plus détaillée de certaines tempêtes qui ont été importantes durant cette période-là. Euh, on va y aller en détail dans ces 4 périodes-là, puis finalement une 5e période qui est un peu la période de la fin, la période du printemps. All right. Bonsoir tout le monde. Comme Ben m'a introduit, c'est Matt Météo. Content d'être avec vous ce soir. Merci de vous être joint à nous. Fait qu'on va couvrir un peu les différents types de tempêtes qui affectent les Chic-Chocs. En fait, ce petit sommaire-là, c'est tiré d'un livre guide qui a été produit quasiment voilà une dizaine d'années, mais elle a aussi été convertie en format virtuel. Je vais mettre un lien dans le chat vers l'appli si vous ne la connaissez pas. Mais encore là, il y a un beau sommaire là, de système. Donc, qu'on parle de Alberta Clipper, les dépressions du Colorado, les fameuses tempêtes du Nordais, les dépressions froides qu'on n'a pas vraiment vues cet hiver, ou les anticyclones qui nous apportent du temps ensoleillé avec des vents calmes, ce qui est quand même rare dans les chic-chocs. Ça vous donne un beau petit sommaire. Puis ce soir, là, on va couvrir la majorité de ces systèmes-là. La prochaine diapo nous donne un beau schéma là, illustré des différentes tempêtes qui atteignent les Chic-Chocs. Puis en sachant vraiment d'où proviennent ces différentes tempêtes-là, ça nous donne une indication bon, de la quantité de chaleur à l'intérieur. C'est sûr que les systèmes qui nous proviennent du sud sont bourrés de chaleur, mais aussi bourrés d'humidité. Parce que plus la masse d'air est chaude, plus que le système va pouvoir contenir un contenu en humidité intéressant. Euh, Hier, on a eu une dernière tempête, peut-être de la saison. Je ne sais pas si vous avez vu, mais on a reçu un 24 centimètres à la station Ernest Laforce. Et justement, c'était une dépression du Colorado là, qui est remontée en traversant les grands lacs, sont libres de glace maintenant à ce temps de l'année. Donc, il y a eu une injection intéressante là, d'humidité. Puis, quand même, pas pire là, pour la mi-avril. Les niveaux de gel sont restés à 300 mètres. Donc, belle petite dompe de fin de saison. Prochaine diapo. Donc ici, on voit un peu une carte là, de la péninsule gaspésienne, puis les Chic-Chocs là, qui sont orientés grosso modo est-nord-est vers l'ouest-sud-ouest. Et puis, c'est une région qui est assez complexe en termes de météo, en termes de terrain. C'est sûr qu'on a le fleuve Saint-Laurent au nord, qui a une couverture, on va voir, là, assez dynamique de glace au cours de l'hiver. Donc, tant et aussi longtemps que le fleuve n'est pas gelé, ça nous apporte une source d'humidité intéressante. Donc, n'importe quand où est-ce qu'on a une circulation du nord, que ce soit nord-est ou nord-ouest, ça vient tirer cette humidité-là. Et puis, c'est vraiment une direction idéale pour, euh, pour accroître les accumulations de neige. On parle d'un rehaussement orographique, donc tout simplement une masse d'air qui remonte les montagnes et puis en remontant, on refroidit la masse d'air et on peut puiser son humidité. Donc, c'est ce qu'on a vu au cours de la nuit hier soir, des vents nord-ouest qui sont venus ajouter au total de la neige. Euh, à droite de l'écran, si on peut revenir, la dépression, là, le D qui représente un système dépressionnaire, une tempête. Souvent, les plus grosses tempêtes là, pour les chocs de la saison, c'est quand on a les tempêtes là, du Nord-Est qui remontent la côte est américaine. Donc, aussi des fois appelées des dépressions du Cap Hatteras. Ces systèmes-là encore sont bourrés de chaleur et aussi bourrés d'humidité. Et puis, quand ils dérivent vers l'est, on s'échappe de la chaleur, mais on vient quand même retrouver les grosses quantités de neige avec la circulation nord-est qui est toujours en direction ascendant. Je vais juste finir avec la flèche du sud. Euh, Quand les tempêtes rentrent, puis on a des fortes circulations du sud, c'est plus un courant descendant des chic-chocs. Donc, avec ce système-là, en moyenne, on se retrouve avec des quantités moins intéressantes de neige. OK, prochaine slide, s'il vous plaît.
Donc, j'ai parlé du rehaussement orographique, puis encore là, c'est juste le concept qu'on vient pousser une masse d'air vers une barrière. Dans ce cas-ci, c'est les chic-chocs. Et puis, pour nous, vraiment, la direction là, idéale, c'est soit du nord ou du nord-ouest. C'est une circulation qui est froide. Et puis, ça fait en sorte qu'avec le fleuve qui est dégarni de glace en début de saison, ça crée une atmosphère instable qui vient augmenter la convection et puis vraiment nous livrer là, des quantités intéressantes. Fait que n'importe quand que vous lisez les aperçus météo, vous voyez peut-être sur les stations météo des vents nord-ouest, dites-vous que la table est mise pour peut-être des beaux cumuls de neige. Next slide, s'il vous plaît. On va parler quand même beaucoup de glace ce soir parce que c'est vraiment un facteur qui est important pour les chic-chocs. Euh, il y a un fameux élément là, de bourrasque qui affecte autant la péninsule gaspésienne que la côte ouest de la Terre-Neuve. Et puis ces bourrasques-là, justement, c'est quand on a une circulation très, très froide là, qui va venir traverser les eaux en début de saison qui sont libres de glace. Puis cette année, ça a été intéressant. Ça a pris jusqu'en début février pour que le fleuve se couvre de glace. Donc ici, on a une carte là, le 15 janvier. On voit avec les couleurs orange et rouge qu'à l'ouest de peut-être Capcha, Saint-Anne-des-Monts, c'était couvert de glace, mais directement au nord, là, vers cette île, c'était encore ouvert. Et donc, quand on lit les vents francs là, du nord et froides, on peut voir à droite là, ce que ça a de l'air sur une image satellitaire. Ça fait des streamers qu'on dit en anglais. Donc, c'est comme des rues euh, très, très étroites de convection. Puis une fois que cette convection-là tombe sur une région quelconque, on peut se retrouver là, avec des quantités de neige très, très intéressantes. Donc, les modèles, au fur et à mesure, tu sais, au cours des dernières années, sont, sont meilleurs et meilleurs à prévoir ces genres de circulation-là. Et puis, on en a définitivement vu cet hiver des bourrasques. All right, next slide. Fait que j'ai parlé de la couverture de glace qui est très dynamique. Ici à l'écran, on a une carte là, qui nous provient d'Environnement Canada. Ils ont fait une étude de les dates d'englacement annuelles en moyenne. Et donc, on voit le bleu foncé à l'ouest de Rimouski. Donc, un début d'englacement qui se fait en Nouvel An, les premières semaines de janvier. Mais vraiment au large, là, directement au nord des Chic-Chocs, habituellement, la glace vient rentrer en mi ou fin janvier. Et effectivement, cette année, c'était plus vers la mi-février que la glace est rentrée. Et puis, tu fais un clic, on peut voir l'évolution de la glace. Donc, en haut à gauche, c'est le début février. On voyait un englacement à l'ouest. La mi-février, il y avait toujours des ouvertures. Et puis, à la toute fin de février, on a vu quelques tempêtes importantes qui sont venues secouer le fleuve. Et puis, en fait, on dégarnit le fleuve de glace. Donc, il a fallu qu'on attende jusqu'à en fin février pour voir une couverture de glace un peu plus importante. Puis, elle n'a pas duré longtemps, comme vous le voyez. Donc, cette année, avec le passage régulier là, de tempêtes, sont venus secouer la mer. Et puis, ça a prévenu que cette glace-là persiste pendant plusieurs semaines, comme d'habitude. All right, next slide, s'il vous plaît. OK, fait qu'on va retourner en début de saison, puis comme Ben l'a dit, on va réviser un peu la séquence là, de l'histoire qui s'est déroulée au cours de l'histoire de l'hiver. En tout début d'hiver, c'est sûr que tout le monde se demande, bon, qu'est-ce que va avoir de l'air l'hiver 2024-2025? Et puis ici, on voit une prévision saisonnière là, qui est sortie de Météo Média, était très similaire à celle qui a été émise par Environnement Canada. Donc, on s'entendait à des températures en moyenne au-dessus de la normale pour l'entièreté du Québec cette année. Et puis, on verra, là, c'est ce qui est venu, malgré notre hiver La Niña. Et puis, en termes de neige, on parlait d'un hiver là, à long terme avec des quantités près des normales saisonnières. Mais comme on va le voir, ce n'était définitivement pas le cas à partir du mois de février. All right, prochaine slide. Oui, exactement. Fait que ça va nous lancer sur la première période. Avant de commencer, là, cette figure-là que vous avez vue au début du webinaire dans la salle d'attente, puis au courant de la soirée, je vais vous le présenter. Je vais juste prendre le temps un peu d'expliquer qu'est-ce qu'on regarde en ce moment. Ça, c'est ce qu'on appelle là, dans le jargon des prévisionnistes ou des techniciens en avalanche, c'est un time profile. Fait que je vais prendre mon petit,
laser pour vous expliquer qu'en haut, on regarde les différentes températures qui sont prises à chaque jour par les professionnels d'Avalanche Québec. Fait qu'on a les températures, on a l'intensité des vents et la direction. Ensuite, en haut, on met quelquefois nos observations d'avalanche qu'on va faire sur le terrain. La ligne noire, c'est l'évolution de l'auteur du manteau neigeux en mi-montagne. Puis on voit la quantité de précipitations, fait que précipitations totales, que ce soit des précipitations de pluie ou des précipitations de neige. On les calcule en millimètres pour voir l'intensité ou la quantité des précipitations. Puis juste en dessous, vous avez les différents problèmes d'avalanche puis les indices de risque liés aux avalanches. Fait que c'est comme une figure qui est clé pour les prévisionnistes, puis qui est clé aussi pour la soirée parce que ça divise un peu nos différentes périodes. Fait qu'on va se lancer dans la première période qu'on a appelée un début blanc, une fin mouillée, qui commence le 1er décembre puis qui va finir autour du 4 janvier. Fait qu'à l'aube des événements de pluie du 11 et 12 décembre, qu'est-ce qui se passe dans tous les jeux? Ben, c'est important de comprendre qu'en date du 1er décembre, la hauteur de neige à Kaela, fait qu'à notre station du Ernest Laforce à mi-montagne, elle est dans les moyennes. Fait qu'on n'est pas dans un début d'hiver décevant, on est dans un début d'hiver dans les moyennes. Puis il y a une tempête de neige qui va rentrer, que Matt va nous présenter un peu plus en détail, du 6 et 7 décembre, qui vient confirmer un peu ce que j'appelle un bon début de saison. Fait qu'on est quand même on est heureux là, en date de début décembre. Par contre, l'histoire nous dit que le mois de décembre n'a pas dit son dernier mot. Qu'est-ce qu'on fait en montagne début décembre, de manière générale, avant la pluie? Certains secteurs plus encaissés, fait que je pense au couloir ou au corridor un peu plus à pic et encaissé, sont skiés, fait que souvent les secteurs sous le vent. Mais ça reste qu'on est en début de saison, les obstacles sont proches, les approches sont difficiles, les évacuations, dans un cas d'évacuation, sont difficiles, fait qu'on est dans un début de saison très marginal, mais quand même qui peut être skié dans certains secteurs. All right. Donc, en début décembre, je me souviens, avec les premières aperçus météo, c'était super le fun. Ça avait de l'air être super bien parti. Le 6-7 décembre, on a venu une dépression rentrer. C'était un clipper albertain, donc qui s'est développé à l'est des Rocheuses, qui a traversé le Canada assez vite, mais en gobant de l'humidité des Grands Lacs, donc vraiment une évolution idéale. Puis cette dépression-là est venue passer directement au-dessus de la région. Elle avait une pression centrale, on le voit, de 976 millibars, donc une tempête assez profonde, assez corsée. Et puis, une fois que la tempête passe à l'est, c'est là qu'on retrouve le genre de wrap-around, la circulation là, du nord-nord-est qui vient vraiment topper up les quantités de neige en fin de tempête. Donc, pour le début décembre, un cumul de 25 centimètres avec des températures assez fraîches pour le début décembre. Donc, ça a donné vraiment une belle neige là, de belle qualité poudreuse. Mais à l'avant de la dépression, on a vu des vents très, très forts là, du sud. 80 à 100 km/h. Mais ce qui a aidé, c'est que la dépression en passant, elle s'est comme ralentie en dérivant vers l'est. Donc, on a pu profiter là, de la circulation nord à l'arrière de la dépression. Puis, ça a donné la photo que vous voyez à droite, là, ça ressemblait déjà à la mi-hiver. Euh, Par la suite, je pense que c'était la deuxième ou troisième aperçu de la saison. Les choses sont vraiment venues se gâcher. On était tellement bien partis. Puis j'ai tiré un extrait là, d'aperçu météo qui disait notre manteau neigeux de début de saison, on prendra toute une claque. Dans ce cas-ci, la dépression est venue remonter la côte est américaine, une dépression du nord-est, nor'easter, comme on dit en anglais. Et puis, on le voit là avec le D. Dans ce cas-ci, c'était pas l'évolution idéale à l'est de la Gaspésie, mais plutôt une trajectoire là, axée sur le centre du Québec. Donc, ce que ça fait dans ce cas-ci, ça fait amener des vents très, très forts du sud. Donc, on voit là des vents de 93 km/h. Ça, c'était les vents soutenus dans l'Alpin avec des rafales jusqu'à 180 km/h. Donc, des vents extrêmes. Donc, on ne peut pas s'échapper à la chaleur dans ce cas-ci. Le niveau de gel est monté bien au-delà des sommets montagneux, plus 8 dans l'Alpin. Puis on s'est retrouvé là avec un 30 à 40 millimètres de pluie. On voit dans la carte là, en bas de l'écran où ce que l'étoile, c'est le centre des Chic-Chocs. Puis avec les couleurs roses là, et même rouges, on parlait d'un 30 à 40, même 50 millimètres par endroit. Donc c'est vraiment venu gâcher là, un peu le début de saison.
Ouais, puis pour donner un ordre d'idée, là, on a sorti un graphique qui regarde les précipitations horaires durant ce redout-là. Fait qu'on a des précipitations qui sont généralement pendant plusieurs heures entre 1 et 2 mm par heure. Puis pour vous donner un ordre d'idée, tu sais, 1 et 2 mm par heure, c'est une pluie forte. Fait que c'est une pluie, même avec le mer imperméable, on finit mouillé avec ce type de pluie. Par contre, ce qui est impressionnant, c'est plusieurs heures par-dessus 3 voire même 4 mm par heure. Fait que ça, c'est une pluie torrentielle, c'est une pluie qui est intense. Puis on a eu plusieurs heures avec ces intensités-là. Je vais vous montrer quelques photos sur le terrain avant et après la pluie pour vous donner un ordre de grandeur de comment cette pluie-là du mois de décembre a marqué le terrain. Ça, c'est dans les premières photos qu'on a sur le terrain. Déjà, notre première journée, on sort la motoneige pour aller vers les mines Madeleine, ce qui est déjà bien impressionnant chez Avalanche Québec, pouvoir sortir la motoneige dès le début. On a aussi GF qui nous montre à quel point il y a de la neige. Fait qu'on on est heureux en début décembre, dans les premières journées, avant la pluie. Par contre, après la pluie, le portrait est complètement différent. Ça, c'est des photos que la CEPAC a publiées sur leur page Facebook qui ont dû fermer plusieurs sentiers, plusieurs routes à cause des dégâts dus à l'intensité des pluies. Fait que ça a vraiment marqué notre début d'hiver. Pour vous donner un ordre de grandeur encore, cet événement de pluie-là, l'équipe terrain n'a pas pu sortir sur le terrain jusqu'au 7 janvier. Fait qu'on a été forcé de suspendre temporairement nos activités à cause des conditions en montagne. Ce qui nous amène à la deuxième partie, la deuxième période qu'on veut regarder avec vous. Période numéro 2 que j'ai appelé le retour à la normale du 4 au 26 janvier. À l'aube des tempêtes de neige que Matt va nous présenter un peu plus en détail, qu'est-ce qui se passe? Bien, vous avez déjà une idée. Les déplacements en montagne sont encore extrêmement difficiles avec plusieurs secteurs qui sont de retour au sol depuis la pluie. Et depuis la pluie du mois de décembre, il y a certains secteurs qui sont encore restés au sol malgré les petits événements de neige qu'on a eu entre-temps. L'équipe terrain n'a pas pu retourner sur le terrain jusqu'au 7 janvier, puis les bulletins ont été suspendus jusqu'au 4 janvier. C'est une grosse période où nous, si je remonte rapidement le time profile, ben, il y a eu un trou à un moment où on a été capable de retracer là, les températures, puisque c'est les stations météo qui nous les donnent, mais sur le terrain, là, vous le voyez ici, les périodes assurées, c'est la période où il n'y a pas eu de bulletin d'avalanche. Fait une grosse période sans information en montagne parce que les conditions n'appelaient pas pour un bulletin d'avalanche, puis les déplacements étaient extrêmement difficiles. Et puis le retour de la neige. Donc, comme le Ben l'a dit, période difficile durant les fêtes, durant le Nouvel An, mais paf, deuxième semaine de janvier, vraiment une belle grosse tempête. Encore là, une tempête du nord-est, mais vous voyez avec les isobars, là, donc les lignes noires continuent. On peut voir la dépression là, au large de la Terre-Neuve. Dans ce cas-ci, elle est passée à l'est. Donc, la chaleur est restée à l'est, mais les vents étaient assez forts pour euh, ramener la neige. Et puis, vraiment, la tempête est restée stallée, un peu est restée prise, stationnée sur la Terre-Neuve pendant une période de quasiment 50 heures. Donc, cette circulation froide et continue du nord-est est venu vraiment apporter des quantités super intéressantes de neige avec les fameux vents du nord-est qui sont encore vraiment idéales pour accroître les quantités de neige. On voit l'analyse de glace là, pendant cette tempête-là, et puis le bleu indique à peine un 10% de recouvrement de glace. Fait que, tout compte fait, on s'est ramassé avec 48 centimètres de neige dans cette seule tempête-là. Donc, on est vraiment revenu d'où ce qu'on était à la mi-décembre. Fait qu'encore quelques photos sur le terrain. Notre retour sur le terrain avec le sourire qu'on vient. Il y a de la neige aux hanches, fait qu'on est vraiment content de pouvoir ressortir en montagne. Par contre, je vais juste montrer cette photo-là qui est le mur de patrouilleur le 11 janvier. Fait qu'il y a quand même certains secteurs, il y a quand même peu de neige sur le mur des patrouilleurs, fait que c'est pas un enneigement qui est égal partout dans les chic-chocs. Des secteurs qui sont très beaux, là, qui nous donnent des montagnes blanches puis des photos de ski parfaites, d'autres secteurs un peu moins favorisés par l'enneigement, mais de manière générale, on est dans le retour de la normale grâce à ces tempêtes-là. Ce qui amène la troisième période, la période cœur, la période clé de cet hiver, qu'on a appelé une succession de tempêtes du 27 janvier au 3 mars. Fait que là, vous voyez le graphique là, où on suit l'évolution du manteau neigeux puis notre moyenne historique.
Mais les tempêtes des derniers mois nous ont permis de revenir à notre moyenne, malgré un mois de décembre assez triste, assez bas. Fait que les tempêtes du mois de janvier ont aussi amené une certaine réactivité du manteau neigeux avec quelques observations d'avalanches naturelles et certaines avalanches accidentelles qui ont été reportées à Avalanche Québec. Le manteau neigeux est très variable. Il y a de la formation de facettes près de certaines croûtes, mais l'épaisseur est très variable. Fait qu'il y a des endroits où on a juste une croûte de regel sur le dessus du manteau neigeux et très peu de neige. D'autres endroits avec un processus de métamorphisme un peu plus important, puisqu'on a une profondeur un peu plus importante. Fait en bref, là, ce qu'on voit, c'est une grande variabilité en montagne. Certains secteurs favorisés présentent des bonnes conditions de glisse, puis il y a d'autres secteurs où les obstacles au sol limitent un peu la possibilité de skier. Par contre, à mi-montagne, à notre station à mi-montagne, on est de retour dans nos moyennes historiques, fait qu'on est de retour dans ce qu'on peut considérer comme un bon hiver. Donc, après un peu un faux départ en début de saison, ça a pris du temps, on dirait, pour que le courant jet s'organise. Puis on dirait vers la fin janvier, là, l'hiver a vraiment débuté pour de vrai. Dans l'aperçu météo, on parlait d'un potentiel de neige en provenance du nord-ouest. Donc on voit l'animation satellitaire, là, une belle dépression en format de virgule. Donc ça indique une tempête qui est bien organisée avec un front chaud, front froid. Mais ce qui est intéressant avec cette tempête-là, est venue en provenance du Nunavut, donc une situation un peu rare que des fois les modèles ont de la difficulté avec. Puis je pense que dans ce cas-ci, ils ont un peu sous-prévu. On s'attendait peut-être d'un 15 à 20 centimètres, puis en fin de compte, on s'est retrouvé à 30 centimètres. Vous voyez les températures, -10 à -15, donc ça produit encore une fois une neige légère à très faible densité. Mais on s'est retrouvé à l'avant de la tempête, encore une fois, avec des vents très, très forts du secteur sud, sud-ouest. Euh, Heureusement, on a pu s'échapper à la chaleur malgré les vents forts du sud. Puis, en pensant encore à la région source là, qui descendait du Nunavut, le système était très, très froid. Donc, ça a aidé à garder les niveaux de congélation bas. Et puis, vous voyez les photos, là, c'était vraiment une belle petite bordée de neige pour la fin janvier. Euh, on a l'habitude, souvent en regardant l'hiver, de focuser sur les tempêtes. C'est eux qui nous amènent la neige, mais veux pas, entre ces tempêtes-là, on se retrouve des fois avec des crêtes de haute pression, des anticyclones. Et voici un exemple. Donc, en mi-février, juste avant la Saint-Valentin, on a eu une anticyclone assez persistante qui a perduré 4 ou 5 jours. Donc, des fois, on parle d'une crête bloquante. Et puis, était vraiment ancré en plein sur la péninsule gaspésienne. Et dans ce cas-ci, avec des ciels clairs, il a fait froid. On parlait de minimum nocturne là, de -20 et puis seulement des maximums de -15 le jour. Et puis, on peut voir l'évolution de la couverture glaciale là, cette semaine. On s'est finalement retrouvé là, avec une couverture plus importante. Donc, au lieu d'avoir un englacement en début janvier. Ça a pris jusqu'à la mi-février cette année pour voir la glace rentrer. Et puis Ben va parler de l'influence que ça a eu sur le manteau neigeux par la suite. Euh, et puis en arrivant là vers la Saint-Valentin, c'était vraiment une période excitante là, de voir les photos qui sortaient des Chic Chocs. J'étais jaloux, moi je suis en Colombie-Britannique, et puis de voir là, la succession de deux vraiment tempêtes super intéressantes. Moi je m'excitais dans l'aperçu météo, l'entête était tout simplement Tigidou. On a vu deux dépressions en provenance du Texas, donc encore une fois remplies d'humidité, mais leur évolution, leur trajectoire a été tout simplement parfaite. Vous voyez le centre de la dépression, et puis en bleu, c'est de la neige, en vert, c'est la pluie, et puis entre les deux, c'est la précipitation mixte, donc soit du verglas ou du grésil. Et puis, heureusement, le centre de la dépression là, est resté juste au sud de la péninsule gaspésienne. Et puis, elle a fait son passage de façon assez lente, donc on a pu épuiser toute cette humidité. Et puis encore là, on voit avec les abords, là, c'est une dépression, une tempête là, assez féroce. Et puis, tout compte fait, là, on a vu deux dépressions, une à la suite de l'autre, avec exactement la même trajectoire. Donc, la première, je pense qu'elle est venue amener un 40 centimètres, et puis la deuxième, c'est un 50 centimètres. Donc, tout compte fait, là, avec les deux tempêtes, dans une semaine, on s'est retrouvé à quasiment 1 mètre de nouvelle neige. Donc, c'était absolument fantastique.
Ça amène aussi toute cette nouvelle neige, amène notre première veille d'avalanche qu'on a publiée, qui a aussi été accompagnée d'un avertissement de blizzard là, de l'Environnement Canada. Fait que beaucoup de neige sur le terrain. Je vous montre quelques photos. La première, je pense que c'est ma préférée de la saison. On installe des stations permanentes sur certains sites où on peut aller regarder la hauteur du manteau neigeux qui a changé, la nouvelle neige. On a des instruments de température. Par contre, nos instruments proche du secteur de Mille-Madeleine ont été complètement ensevelis suite à ces deux tempêtes-là. Puis on a dû creuser pour essayer de retrouver nos plaques à neige puis nos instruments de mesure. Fait qu'il y avait beaucoup, beaucoup de neige sur le terrain. C'était vraiment un beau retour d'un hiver qu'on s'y attendait pas avec un début du mois de décembre assez décevant. Qu'est-ce que ça amène, par contre, cette nouvelle neige? Ben, ça amène quand même un cycle d'avalanche, puis plusieurs instabilités notées, là. Fait que vous voyez deux photos de couronnes d'avalanche assez impressionnantes. Puis ici, un test d'instabilité, là, je vais repartir le début. Vous voyez très rapidement, on a des plaques de tempête qui nous forment. Fait qu'on a certaines différentes couches, une instabilité assez impressionnante du manteau neigeux avec des grosses avalanches qu'on a répertoriées, certaines naturelles, certaines aussi accidentelles. On a été chanceux, là. Vous avez peut-être vu aussi sur Facebook passer une vidéo d'une avalanche qui a été sur la route, fait que proche de notre secteur, une avalanche qui a frappé la route. Euh, Tout le monde s'en est bien sorti, fait qu'on a été chanceux considérant tout ce qui s'est passé, mais beaucoup, beaucoup de neige en montagne. Par contre, encore une fois, avec les vents extrêmes qu'on a reçus, il y a certains secteurs qui ont un enneigement très inégal. Fait que ça ne veut pas dire qu'on a reçu plus d'1 mètre de neige, presque 2 mètres de neige, que le ski est bon partout. Les vents distribuent beaucoup la neige en montagne, puis ça fait qu'il y a certains secteurs qui, malheureusement, n'ont pas pu être skiés suite à ces tempêtes. Ce qui nous amène dans notre période 4, notre, notre notre période un peu qui vient tranquillement nous amener vers une fin de saison, une période que j'ai appelée variabilité et début d'un printemps actif du 4 au 31 mars. Avant de parler de ce qui s'est passé au mois de mars, je vous montre un peu le graphique de neige. Fait que ça, c'est la succession de tempêtes qui nous font sortir de notre moyenne, sortir de notre erreur type d'enneigement. Fait beaucoup, beaucoup de neige en montagne. C'est un enneigement record. Fait que le mois de janvier et février ont été très favorables pour l'enneigement en montagne. Le mois de février bat des nouveaux records en termes de chute de neige. Avec ça, l'indice de risque d'avalanche a atteint un niveau élevé pendant 2 jours, accompagné de plusieurs jours avec des veilles et des avertissements, et plusieurs avalanches ont été rapportées. En plus des plaques de tempête et des plaques à vent, dans la partie supérieure du manteau neigeux, il y a un processus de facettage. Fait qu'avec la période de froid que Matt nous a présenté, qui est venu s'installer, il y a un processus métamorphique de facettage. Puis là, je ne vais pas aller trop dans les détails du métamorphisme du manteau neigeux, mais les facettes, c'est un grain faible, un grain instable qui se forme dans des conditions plus froides durant l'hiver. Fait que la présence de facettes en base du manteau neigeux ou proche des croûtes, pardon, dans le manteau neigeux a augmenté l'instabilité puis est venu vraiment rendre le jeu de prévision un peu plus compliqué. Et puis, ça ne pouvait pas durer. Encore une dépression, dans ce cas-ci, du sud, mais du Colorado. Et puis, souvent, ces dépressions-là nous apportent des belles quantités de neige. Mais vous voyez encore, là, où ce que j'ai mis l'idée, c'est là le centre de la dépression. Et puis, dans ce cas-ci, c'est une trajectoire là, quasiment franc nord, où ce que la dépression est tout simplement passée beaucoup trop à l'ouest. Et ce qui a placé les Chic-Chocs dans une circulation très, très forte. Là, on voit encore les vents maximales à 145 km/h direction sud. Donc, on ne pouvait pas s'en échapper. Les températures en montagne sont montées jusqu'à +4. Avalanche Québec, là, qui a émis une photo un peu drôle là, pour tu sais, sortir le rire pendant qu'il pleuvait. Mais à l'arrière de cette dépression-là, les températures ont chuté en flèche. On a vu passer les températures alpines là, de +4 à -18 en quelques heures. Et donc, inévitablement, ça crée une nouvelle croûte là, à tous les niveaux. Donc, c'est venu gâcher le fun pendant au moins une semaine. C'était assez croûté. Et puis, avec ce système-là, bon, c'est rentré en chaleur, c'est rentré avec des vents, mais ça a aussi, encore là, secoué le Saint-Laurent. Et puis ici, on retrouve une image satellitaire à haute résolution qui est captée le 13 mars.
Et puis, on voit les analyses de glace là, avant et après. Et puis, la glace qui s'est finalement formée vers la mi-février, elle n'a duré que deux semaines et demie. Et puis, avec cette tempête-là, toute la glace est partie. Et puis, ça a réouvert le Saint-Laurent. Et ce qui a donné le potentiel là, de bourrasque et puis d'ajout de neige là, avec les circulations du nord. Fait encore, je pense que c'est un des éléments intéressants cet hiver. C'était la fréquence des vents extrêmes du sud et puis aussi le manque de glace sur le Saint-Laurent qui a vraiment fourni un apport d'humidité en bonus un peu. Le mois de mars, là, c'était intéressant. Euh, on pense, on pense souvent le mois de mars comme un indice du début printemps. Et puis cette année, on dirait que c'était comme un mois de mars bimodal ou genre à deux caractères. Donc on voyait des petits apports de chaleur comme le 5, 6, 7 mars. Mais paf, on retombait dans le gros froid avec des. Ça, c'est les températures maximales. Donc, on avait des journées là, séquentielles où ce que le maximum diurne, c'était de -13, donc période froide. Paf, on se retrouvait avec une autre période, là, une semaine du 15 au 21 mars, où ce que les températures baissaient pas en bas de zéro. Donc souvent au printemps, on cherche des cycles de gel-dégel du jour au jour. Mais dans ce cas-ci, c'était plus cycle de gel qui durait une semaine, puis là, on se retrouvait dans une période de dégel qui durait encore une autre semaine. Donc c'était un peu un mois difficile, le mois de mars cette année. Ouais, puis les photos sur le terrain montrent bien cette dualité là, entre des journées Bluebird, que ça a l'air d'être une journée printanière parfaite. Par contre, ça fait 3 jours qu'il fait chaud, puis d'autres journées très froides avec des vents importants. Fait que là, vous voyez le transport de neige par le vent, là, c'est assez impressionnant. Ce que ça amène aussi, c'est un début d'un cycle d'avalanche de neige mouillée. Fait que vous voyez le mur des patrouilleurs, là, fait que ça a déjà commencé tôt dans le mois de mars à avoir des avalanches de neige mouillée dans certains secteurs. Fait qu'à la place d'avoir un beau cycle de printemps, on a eu des périodes rallongées chaudes, puis des périodes un peu plus froides. Ce qui amène un peu à la fin de l'hiver, à la conclusion de cet hiver, notre dernière période, période 5, une période de printemps, fait que un épisode de tempête mixte, une fin de saison un peu variable. Bien que nous sommes encore à mi-montagne dans nos moyennes historiques, la pluie et les températures chaudes auront définitivement laissé leurs traces sur le manteau neigeux puis les conditions de glisse en montagne. La croûte de glace qui se forme durant les périodes chaudes, puis après ça gèle, fait que ça crée une croûte assez impressionnante sur la surface du manteau neigeux, font en sorte que les conditions sont un peu mixtes. Il y a plusieurs observations de neige, d'avalanche de neige mouillée sans cohésion qui marquent bien ce changement-là dans le manteau neigeux. Fait qu'on est déjà dans un changement vers un manteau neigeux printanier. Et puis, on est arrivé au mois d'avril. Souvent, plus on avance dans l'hiver, plus qu'on retrouve là, des systèmes de pluie ou de neige très, très mouillés. Mais cette année, c'était un peu unique. On parlait de festival là, de cocktail météo. Donc, vous voyez, là, le début avril, on a vu trois systèmes, une à la suite de l'autre, rentrer avec la limite pluie-neige, avec du grésil, du verglas, une à la suite de l'autre, passer directement au-dessus des chic-chocs. Donc, ça m'a fait des prévisions assez difficiles la nuit de décider. Les modèles météo sont toujours bons à prévoir les cumuls totaux de précipitations, mais là, de figurer les fractions qui vont tomber en neige, en grésil versus pluie, c'était très challenging. Puis c'était dû à un courant jet qui était bloqué en Provence, la Texas, directement au-dessus de la Gaspésie, qui ne bougeait pas. Donc, on avait un peu une fourniture là, d'humidité et de chaleur qui était comme sans cesse pendant une semaine et demie, qui est venu ajouter de la neige, mais aussi des fois un mix de grésil. Fait que je pense que le top du manteau neigeux pendant cette période-là ressemblait un peu à un millefeuille. On avait de la neige avec des plaques de glace, un peu de pluie, de la neige humide et puis d'autres neiges dessus. Donc, ça fait des prisons difficiles puis des longues nuits pour moi qui se grattais la tête devant l'écran, là. Qu'est-ce que je fais avec tout ça? Ouais, c'est un drôle de moment dans le manteau neigeux, ça c'est sûr. Ce qui nous amène un peu à regarder l'hiver dans l'ensemble. Là, on sait que l'hiver n'est pas fini. Vous êtes chanceux dans les chic-chocs, vous avez reçu de la neige aujourd'hui, mais par contre, on a quand même voulu faire un peu un point sur la saison. Fait que deux cartes de présenter, des cartes qui regardent les anomalies de température là, pour le mois de décembre, janvier, février 2025.
on est quand même dans l'anomalie qu'on avait prédit un peu au début, fait qu'un un hiver un peu plus chaud qu'à la moyenne, mais définitivement plus froid que les 2 dernières années qu'on a eues, là. On se rappelle que les 2 dernières années, ça a été des hivers pas très, pas très généreux pour les conditions de glisse en montagne. Je vous donne certains chiffres là, en date du 1er avril, fait que les chiffres vont certainement changer, là, mais pour la période décembre-avril, fait que pour notre saison de prévision de 2010 à 2025, je vous sors ce qu'on a à date dans la saison pour les moyennes historiques, des températures qui ressemblent un peu aux normes historiques, fait que température minimum qu'on a eu à mi-montagne, -25, en moyenne, on est autour du -27. Fait qu'on est dans les normes. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que la pluie, sans même avoir calculé tous les données du d'avril, on est à 102 millimètres de pluie. En moyenne, c'est 62 millimètres. Fait que la pluie du mois de décembre a quand même laissé un marqueur important durant l'hiver. Puis en date du 1er avril, on était à 631 centimètres de neige, en moyenne 629. Fait qu'on se rajoute notre 25 qu'on a reçu récemment. On est bien au-delà de notre moyenne historique. Fait que côté neige, on est chanceux. Côté pluie, un peu moins chanceux avec un début du mois de décembre difficile. Je pense que Matt a quand même fait le point sur trois autres éléments qui sont importants. Le fait qu'on a eu beaucoup de neige, mais qu'on a eu des vents extrêmes du sud à plusieurs reprises durant l'hiver, chose qui est moins favorable pour les chic-chocs, puis qui est moins courant dans les chic-chocs. Puis peu de glace. Peu de glace qui peut être un avantage aussi dans les quantités de neige euh, en montagne. Puis un autre graphique que je trouvais intéressant, là, qui regarde pour la région de la Gaspésie, un peu ces anomalies-là historiques. Fait qu'on est quand même depuis plusieurs hivers dans des anomalies positives où on a des hivers plus chauds qu'à la norme. Est-ce que c'est une tendance qui va être appelée à changer? Ben, le temps va nous le dire, mais c'est sûr que on est dans une période de réchauffement climatique. On est dans une période où les changements climatiques sont intenses. Euh, Ça vient avec une variabilité des conditions. Ça ne veut pas dire que le ski va jamais être bon dans les chic-chocs, mais c'est une variabilité. On peut avoir des semaines qu'on va recevoir près de 2 mètres de neige en quelques jours, puis des moments où on va recevoir près de 40 millimètres de pluie en quelques heures. Fait que c'est une variabilité des conditions dans les chic-chocs. Ça ne veut pas dire que le ski est fini. C'est juste qu'il faut changer notre compréhension. Puis c'est un peu pour ça que Matt et moi, on fait cet exercice de reculer dans l'hiver, comprendre qu'est-ce qui s'est passé, qu'on peut tirer des conclusions générales de ce qui se passe dans l'hiver. Matt, je te laisse le mot de la fin avant d'ouvrir la période de questions. Oui, ben, je pense que ça vous fournit un beau sommaire là, de l'hiver. Un autre hiver super intéressant. Puis comme Ben l'a dit, tu sais, il y a beaucoup de monde qui se demande, bon, dans cette nouvelle réalité de changement climatique, est-ce que le ski est fini? Est-ce que je me mets seulement au bike ou au kite? Mais je pense que les études climatiques le démontrent bien, c'est une plus grande fréquence de tempêtes intenses. Donc, quand ils rentrent, on se retrouve pas seulement avec des 20 à 30 centimètres, mais souvent des 60 à 100 centimètres de neige. Et puis, par la suite, des gros réchauffements et des gros épisodes de froid. Donc, si on veut, le courant jet a beaucoup plus d'ampleur et on voit plus d'extrêmes, pas seulement du côté positif en chaleur, mais aussi côté négatif avec le froid aussi qui rentre des fois. Fait que je vous remercie beaucoup d'avoir assisté à la présentation d'aujourd'hui. Je vais arrêter l'enregistrement. Puis si vous avez des questions, vous pouvez les laisser dans le chat ou nous les poser. Là, vous pouvez ouvrir vos micros. Là, je pense que vous avez l'autorisation d'ouvrir les micros pour poser des questions.